Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 5e épisode de la saison 5 de Tranche de couple qu'on a choisi d'intituler Winter is Coming. Et alors pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une référence à la série Game of Thrones. Voilà, allez voir ce que ça donne, mais on s'est dit que c'était aussi une référence qui, au niveau de la météo actuelle, était tout à fait appropriée, n'est-ce pas, ainsi que de ce qui se passe autour de nous. On va pas se mentir. Merci à toutes et à tous de votre écoute, de vos messages. Il y en a pas beaucoup quand même, hein. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Et de votre sympathie, ça nous touche vraiment beaucoup, beaucoup. Malgré un début d'année pour nous assez chargé, on est toujours très content de pouvoir vous proposer cette petite tranche du monde et de notre vie toutes les 2 semaines. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à continuer à vous proposer cette petite tranche de vie tous les 15 jours. Merci Max. Comme d'habitude, on commence par la rubrique d'actu. Et Guillaume, c'est toi qui vas commencer cette semaine. Alors effectivement, on va faire une rubrique un peu mixte. Aujourd'hui, pas uniquement européenne, mais un peu européenne quand même. On vous l'avait dit dans notre dernier podcast, parler du conflit israélo-palestinien est encore quelque chose qui nous paraît compliqué, tant les ramifications et les implications historiques, géographiques et géopolitiques sont complexes. On n'exclut pas de le faire dans les semaines qui viennent à un certain point, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour que pour qu'on se sente de vous donner des informations suffisamment construites, étayées et hors de non émotionnelles sur ce qui se passe là-bas. On vous propose donc cette semaine un petit point sur l'Ukraine et la guerre qui, même si tel le Covid quand elle a commencé, est passée au second plan dans les médias, mais elle est bel et bien toujours en cours et s'annonce chaque jour un peu plus longue. J'ai un peu construit cette proposition que je vous fais aujourd'hui autour d'un article de The Economist dans lequel le général en chef de l'armée ukrainienne revient sur la contre-offensive pas très concluante menée par l'armée depuis juin, sur le pourquoi et sur qu'est-ce qui pourrait changer les choses dans le futur. Donc, cette guerre ressemble de plus en plus à la Première Guerre mondiale. Elle est une guerre qui s'inscrit aujourd'hui dans la durée, une guerre de position, d'épuisement réciproque des forces et des réserves, mais surtout déterminée par les avancées technologiques encore jamais utilisées auparavant sur le champ de bataille. C'est notamment l'utilisation de drones qui est déterminante. Ils permettent de voir très en amont les concentrations de troupes ennemies et de les frapper avant qu'elles ne puissent arriver d'un côté ou de l'autre. Mais le problème, souligne le général, c'est que les 2 parties sont équipées à peu près des mêmes technologies, ce qui naturellement équilibre les forces et empêche une avancée tactique déterminante. Il faudrait donc une autre découverte. Il donne l'exemple de la poudre inventée par les Chinois pour permettre à un camp de passer devant l'autre. Ce qu'il donne aussi comme information, c'est que selon lui, il faudrait combiner plusieurs solutions qui existent déjà pour permettre à l'une ou l'autre des armées de passer devant. Il, par exemple, propose de combiner les drones, la guerre électronique, merci, des capacités anti-artillerie et des équipements de déminage, puisque naturellement les Russes laissent derrière eux des champs de mines au sens propre du terme. Qui pourrait passer notamment par des nouvelles solutions de robotique. En effet, une des choses auxquelles donc, l'armée ukrainienne doit aujourd'hui s'atteler, c'est à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle essaye de passer une position russe, c'est de déminer le terrain avant. On imagine, ça se fait avec aussi des animaux, ça s'est fait avec des animaux, mais on n'imagine pas au XXIe siècle comment est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour faire ça avec des robots. Il souligne également que les alliés occidentaux ont été particulièrement précautionneux dans la quantité d'armes qu'ils ont fournies à l'Ukraine, notamment des armes qui n'étaient pas forcément les dernières en matière de technologie. Notamment en gardant, on parle un peu c'est surtout les Américains, en ne fournissant pas à l'Ukraine des missiles de longue portée. Au début de la guerre, c'était pour ne pas se froisser avec la Russie, on va dire ça comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre, ni d'un côté ni de l'autre. Je me trompe ? Non, mais disons que c'est aussi...
en fait, il y a aussi une réalité, c'est que tous ces équipements de très haute technologie, très haute précision et tout ça, c'est des équipements qui coûtent très cher et qui n'existent pas non plus en très grand nombre dans les inventaires. Quand on voit le volume qui est utilisé en ce moment pour la guerre en Ukraine, des deux côtés, en fait, c'est aussi une réalité que si tu commences à utiliser des choses rares. Il y avait une question qui était effectivement de ne pas encourager les Ukrainiens à aller faire des frappes dans la profondeur sur le territoire russe, parce que la Russie a quand même toujours l'arme nucléaire et elle a des discours qui peuvent être un peu dangereux. Et qu'elle aussi disait que si de tels types d'armes étaient donnés par les Occidentaux, la Russie considérait que ces pays seraient en guerre avec elle. Personne n'a envie d'ouvrir un front ouvert avec la Russie, directement. Voilà. Mais bon, les tanks ont mis du temps. On parle maintenant d'avions de combat et ça met du temps aussi parce que entre la décision de donner des avions de combat et leur utilisation effective sur le champ de bataille, en fait, il y a beaucoup il faut du temps pour former les pilotes, toute la chaîne de maintenance et tout ça. C'est des outils extrêmement complexes. Tout à fait. Mais donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'apport des Occidentaux est nécessaire. À défaut de permettre une avancée, elle a permis jusqu'à maintenant au moins aux Ukrainiens, pourtant moins nombreux et moins bien équipés à l'origine, de résister à l'une des toutes premières armées du monde, en tout cas en termes de nombre, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, Poutine en est à un point où il utilise les soldats comme de la chair à canon. L'objectif, c'est vraiment de faire masse, mais comme on l'a dit, c'est plus qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas ni dans un sens, ça n'aide pas à avancer ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est là qu'il faut aussi garder en tête que les opinions publiques sont versatiles et changeantes et que les médias ont tendance aujourd'hui à faire oublier que la guerre continue. D'un point de vue européen, la victoire aux élections législatives en Slovaquie de Robert Fico, ancien Premier ministre populiste pro-russe qui a déjà annoncé qu'il allait réduire à portion congrue l'aide apportée à l'Ukraine, constitue un coup porté à l'unité déjà fragile des Européens. Mais le résultat des élections en Pologne, où les pro-européens sont arrivés en tête, devrait pouvoir former un gouvernement à moyen terme, permet de garder un optimisme relatif quant à l'aide de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine. Par ailleurs, la présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en visite surprise à Kiev pour faire le point sur la candidature... Oui, j'ai un très bel accent allemand. Pour faire le point sur la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, montre que cette adhésion est toujours importante pour l'Europe. Les dirigeants européens vont se retrouver mi-décembre pour un sommet à Bruxelles, ça va être le bazar ici encore, où ils vont décider ensemble si ils ouvrent ou pas des pourparlers d'accession formelle de l'Ukraine et décident sur un budget que l'Union européenne donnerait à l'Ukraine dans le cadre justement de ce processus d'adhésion. Ursula von der Leyen souligne que l'Ukraine a progressé de façon excellente dans cette candidature. Elle va en parler à la Commission, dit-elle, et faire en sorte que le dossier avance. L'Ukraine a réussi à cocher un certain nombre de cases, puisque comme toute candidature, il y a des cases à cocher aussi. On sait qu'il y a encore des choses sur lesquelles il y a du progrès à faire, notamment pour ce qui est de la corruption, même si pas mal de choses ont été faites et d'actions ont été prises par le gouvernement. La bataille la plus importante pour l'Ukraine et celles et ceux qui les défendent désormais est donc de combattre la fatigue de la guerre, dont l'Ukraine comme les dirigeants occidentaux sont conscients, mais qui est une fatigue qui va dans le sens de Poutine, dans un sens, d'une guerre qui nous paraît lointaine, mais qui a sur les opinions publiques et les politiques biberonnées au sondage un effet délétère, en particulier lorsqu'un autre événement, ici la guerre israélo-palestinienne qui menace d'embraser le Moyen-Orient, survient. Winter is coming, n'oublions pas que la guerre a toujours lieu à nos portes. Exactement. Et on se rappellera aussi que l'année dernière, la Russie a particulièrement fait souffrir les populations ukrainiennes en tirant sur les centrales. Tout ce qui est énergétique, tout ce qui est... Les populations qui avaient des vitres dans leurs habitations qui étaient complètement pétées. Voilà. Mais c'est vrai que il y a un grand chemin qui a été parcouru, mais il y a un encore plus grand chemin à parcourir d'ici à ce que l'Ukraine puisse devenir éventuellement membre de l'Union européenne. Tout à fait. Alors Max, pour notre deuxième sujet, Winter is coming, ça veut dire que le synode, la première partie du synode sur la synodalité qui a eu lieu à Rome,
est terminée et que les conclusions ont été rendues. Exactement. Donc on voulait vous faire un petit point qui va pas être si petit que Spoiler ça. alert, Suis ça va être désolé. plus long que petit. Winter is coming, couvrez-vous. Voilà, sur le rapport de cette première session du synode. Et on va pas se mentir, on avait de fortes attentes que ce synode permette de vrais mouvements dans l'Église catholique. Elle se basait sur différents facteurs. Guillaume, vous en avez parlé dans une rubrique précédente, enfin dans un chapitre, dans un épisode précédent. Le fait que cette consultation, elle était très large, elle a été menée en fait bien plus largement que simplement les évêques, mais à tous les niveaux, y compris jusqu'au niveau local. Et elle a fait remonter de vraies préoccupations et de vraies propositions qui, pour une fois, le voile n'a pas été mis sur tous ces sujets-là, et ils ont été écrits, ils ont été discutés, et c'est remonté pour nourrir la réflexion à Rome, et ça c'est une vraie chose importante. Parce qu'il y avait aussi donc des attentes, parce qu'il y avait aussi une forte inclusivité, parce que d'habitude le synode c'est simplement des évêques, et que là il y avait des participants et des participantes qui n'étaient pas des évêques à l'invitation du pape François, et ça c'était une vraie révolution. Et enfin parce que finalement cet exercice il est cadré par justement le pape François, et du coup on pouvait s'attendre, ou on peut s'attendre finalement à ce qu'il y ait des changements. Après, il faut aussi avoir en tête que ce synode, ces changements s'opéreront dans un cadre établi, dans une certaine continuité. C'est pas la rupture magique. On va dire qu'il ne faut pas s'attendre à des révolutions, plutôt à quelques évolutions, on l'espère, qui seront signifiantes. Alors le rapport de cette première session du synode, parce qu'il faut rappeler que ce synode, il est conduit en deux parties, a été diffusé le 28 octobre. Et effectivement, ça n'est pas une réponse miracle à toutes nos attentes. Néanmoins, il ouvre des pistes sur un certain nombre de points. Ce rapport ne porte aucune décision, puisque l'objectif, c'est que d'ici la prochaine session, donc en 2024, en octobre 2024, l'Église, à tous les niveaux, puisse à nouveau discuter de ces sujets et approfondir les questions qui ont été identifiées. Mais visiblement, c'était effectivement, ça faisait partie de la manière dont François a voulu que ce synode se tienne. Cette première session, son objectif, c'était surtout de se rencontrer, de se parler, et finalement d'adopter une culture du débat un débat un peu plus démocratique, qui n'existe pas vraiment dans l'Église traditionnellement. Parce que d'habitude, c'est surtout concentré dans justement ces niveaux de hiérarchie et ce mode de fonctionnement qui est assez propre à l'Église. Donc, dans un certain sens, le cadre a chamboulé les habitudes. Alors, le rapport est présenté par les uns comme un rapport d'étape et par d'autres comme une sorte d'état des lieux de l'Église catholique, de ses forces et de ses faiblesses dans le monde d'aujourd'hui. Alors en bref, le rapport final fait 42 pages, il se divise en 3 parties, synodalité, mission et communauté ecclésiale. Il détaille des convergences, des opinions et des questions à traiter, et puis il formule 81 propositions qui, la plupart, devront être tranchées lors du prochain synode en octobre 2024. Alors sans surprise, c'est sur la question de l'inclusivité que les opinions ont le plus divergé, notamment autour de la place des femmes. Alors sur ce sujet, on tombe un peu de sa chaise lorsque le rapport souligne l'importance d'éviter de répéter l'erreur de parler des femmes comme d'un problème. Sérieusement ? Really ? Sérieusement ? On en est là ? Et alors visiblement, le grand sujet finalement, c'est la question de peut-être éventuellement, à quelles conditions peut-être ou pas, le diaconat des femmes. C'est le truc dont on parle depuis 10 ans. On en parle, c'est déjà pas mal, je veux dire. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est quand même... c'est quand même un peu... voilà. Un petit peu dommage. Sur le célibat des prêtres, il y a un seul paragraphe qui survole le sujet.
Il n'y a pas vraiment de contenu. Mais néanmoins, il a été aussi assez disputé, parce qu'il y a eu 55 votes contre, parce que chaque paragraphe a fait l'objet d'un vote. 55 contre, quand même. Ouais, sur 350 votes. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà significatif. Ça veut dire qu'il y a une vraie, comme on dit, une vraie frange. J'aime pas le mot frange, c'est un peu négatif, mais une vraie partie des participants au synode qui considèrent ça comme une vraie question. Mais c'est bien de voir que ces questions, en fait, dans un sens... Après, tu pourrais voter contre, parce que finalement, ça va pas assez loin. Tu pourrais voter... Enfin, voilà, oui, c'est vrai. Ouh là là. on ne sait pas. Ouh là là. Bon, alors, revenons au cœur de ce sujet, parce que si on vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, aucune mention n'est faite de l'homosexualité ou des personnes LGBT. Ça n'existe pas. Surprise, surprise. Alors même que beaucoup attendaient une prise de position sur la bénédiction des couples homosexuels, qui était remontée comme un sujet central dans beaucoup de synthèses synodales nationales. Le texte ne parle par ailleurs ni de couples homosexuels, ni de divorcés remariés, mais il parle de, entre guillemets, situation matrimoniale difficile, une formulation à la fois hypocrite et euphémisante qui renforce un sentiment de discrimination à l'égard de ces croyants exclus qui attendent tant du synode, comme le relève dans sa tribune le comité de la Jupe, dans une tribune qui a été publiée dans le quotidien La Croix. Et cette tribune, elle est d'ailleurs très forte et on vous invite à la lire parce qu'elle pose des bonnes questions et surtout, elle invite l'Église à se réveiller un peu dans le monde dans lequel on vit. Alors, revenons un peu plus en détail sur ce qui figure dans le rapport, sur cette question des personnes LGBT. Alors, c'est dans la section 15 qui s'appelle « Discernement ecclésial et questions ouvertes ». Nous avons la chance de figurer dans une petite partie, n'est-ce pas ? Mais finalement, on fait partie d'un espèce de pot de questions liées à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle, ce qui est la formule un petit peu utilisée dans le rapport, qui va avec la question liée à la fin de vie, à la question des situations matrimoniales difficiles dont on parlait juste avant, et aux problèmes éthiques liés à l'intelligence artificielle, dont on indique toutes ces questions-là, qu'elles sont controversées dans la société, mais aussi dans l'Église, parce qu'elles posent de nouvelles questions. Okay, donc finalement, dans cette section, on en reconnaît la complexité et la nécessité de davantage de réflexion, et une réflexion qui doit aller au-delà des, je cite, formules conventionnelles, ce qui déjà, en soi, est une avancée, mais ça va quand même pas très très loin. Mais... et donc on dit finalement qu'un travail doit être initié en vue de la prochaine session synodale pour discerner, c'est-à-dire réfléchir à ces questions, y compris en impliquant les personnes concernées. Bon, ok. On pourrait peut-être s'attendre à ce que ça aille quand même un peu plus loin, parce que là, concrètement, Yazoub. Yazoub ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je lui demande de traduire parce que... Bon, des fois, alors... S'ensuit ensuite dans le texte un chapitre relatif à l'écoute et à la nécessité pour l'Église de se mettre à l'écoute de tout le monde, et en particulier des personnes qui se sentent mises à l'écart ou exclues de l'Église en raison de leur situation matrimoniale, de leur identité ou de leur sexualité. Bon, ok. Une écoute et un accompagnement qui doit se faire dans le respect de la dignité de chacun. Ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on va voir dans quelle mesure, finalement, ça se traduit dans quelque chose. Il y a un dernier point que je souhaiterais souligner en ayant lu ce rapport, c'est la question des organismes de participation, c'est-à-dire les différentes activités dans lesquelles les laïcs peuvent prendre des responsabilités. Et ici, on a aussi un passage assez important qui peut être lu d'une manière, restrictive ou plus large. Et c'est là où on verra comment ça évoluera, qui dit que, sans délai, il faut discerner sur quelle forme d'exclusion sont actuellement pratiquées dans le domaine de la liturgie pastorale, éducative, institutionnelle, au niveau des paroisses comme des diocèses, pour permettre la participation d'hommes et de femmes qui vivent des situations affectives et conjugales complexes dans différents services ecclésiaux. Bon, alors déjà, ça veut dire que l'Église assume, dans ce rapport, qu'elle met en place des discriminations à l'égard de ces personnes
qui vivent des situations, comme on a dit déjà, affectives et conjugales complexes. Et ensuite, on dit que dans la lignée d'Amoris Laetitia, il faut sans délai regarder ça et identifier quelles sont les discriminations qu'on peut surmonter. Alors, c'est OK, bon, ça veut dire qu'il y en a qu'on ne peut pas surmonter, mais il y en a qu'on peut surmonter. Donc ça, c'est quand même... On peut le voir vers à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est à faire sans délai. Et donc ça, c'est bien. Mais on reste quand même un peu sur sa faim. Voilà, donc en conclusion, je ne l'ai pas écrit, mais globalement, on reste sur sa faim. Voilà, ça c'est voilà. C'est pas très ambitieux. Ça repousse à plus tard un certain nombre de questions. Alors, on peut le voir d'une manière vers à moitié plein en disant que au moins le sujet n'est pas fermé d'emblée et on reconnaît qu'il y a du travail à faire. Et c'est vrai qu'il y a du travail à faire parce que si on en reste sur la base du petit catéchisme de l'Église catholique, c'est bon, c'est fait. C'est fermé en fait. Oui, on est gentil, voilà. Et mais quand même, si en tout cas, et c'est la difficulté de cet exercice qui ramène des personnes très différentes, y compris de manière géographique, et qui vivent des réalités très différentes. Mais en même temps, en tout cas dans le monde occidental, si l'Église veut continuer à être pertinente et à être plus inclusive et plus à l'écoute des réalités du monde dans lequel elle vit, il va falloir qu'elle évolue, parce que sinon, en fait, elle va continuer à se vider, puis à un moment donné, les églises seront vides, en fait. Voilà, c'est tout. Winter is coming, espérons pas pour l'Église, mais ils ont toutes les cartes en main et oui, mais il y a quelques signes d'ouverture. Après l'hiver, normalement vient le printemps. C'est beau ce que tu dis. Donc on peut espérer que il y ait eu des plantations qui ont été faites, il y a eu des petites graines qui ont été semées. Et dans ce synode, dans cette et que progressivement ces graines elles germent. Parce que sinon, l'hiver, il va être rude. Voilà. Très bien. Et ça, c'était les deux principaux sujets qu'on souhaitait traiter dans cette rubrique Actu. Et on voulait faire simplement une petite brève. Parce que... Rien à voir avec l'hiver, mais... Ouais, c'est aussi un petit hiver quand même. Pour le coup, là, l'hiver, il est déjà là. On a vu les délibérations de la Cour suprême en Inde, à qui était posée la question de la reconnaissance des couples de même sexe au travers du mariage, la possibilité pour des couples de même sexe de se marier. Et malheureusement, mi-octobre, donc on est un petit peu en retard pour vous en parler, la Cour suprême indienne a déclaré qu'elle n'était pas habilitée à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, ce qui était quand même un grand espoir. Le président de la plus haute cour du pays a dit qu'il relevait du domaine du Parlement et des organes législatifs des États de décider la loi sur le mariage. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quand même un petit peu décevant, parce que ça aurait été une vraie évolution, et c'est 5 ans après la décriminalisation de l'homosexualité dans le pays par cette plus haute instance judiciaire. C'était une grosse attente. Le seul élément positif, c'est que la Cour suprême dit que l'Inde a le devoir d'accorder une forme de reconnaissance aux relations entre personnes de même sexe et de protéger ces dernières contre toute forme de discrimination. Mais ensuite, en donnant finalement au Parlement cette réalité, finalement, on revient dans les mains du gouvernement nationaliste hindou, du Premier ministre Modi, qui lui-même en fait s'était fortement opposé au mariage des couples de même sexe. Et du coup, voilà. En rappelant que le concept primordial de l'unité familiale indienne composée d'un mari, d'une femme et d'enfants. Voilà, donc en tout cas les Indiens, c'est pas pour tout de suite. Guillaume, tu nous parles, c'est toi qui nous fais la rubrique Belgitude aujourd'hui. Comme d'habitude. Pas mal de petits sujets.
Non, j'avais pas mal de... Il y avait l'embarras du choix aujourd'hui pour la rubrique Belgitude entre une histoire de frites. Sachez que c'est une friterie française qui est considérée comme la meilleure du monde et pas une friterie belge. Bon, je vais pas revenir dessus. Ouais, je sais. Une histoire de train ou une sombre histoire de mecs qui pérorent ensemble sur la ménopause. Bon, comme on avait quand même besoin d'un peu de légèreté, je propose qu'on s'arrête un peu plus longtemps sur cette histoire de train européen qui a fait un arrêt imprévu. On vous a déjà expliqué dans ce podcast, mais il y a donc des TGV qui régulièrement relient Bruxelles à Strasbourg et vice-versa, notamment pour assurer le transport des députés européens et de leurs collaborateurs lors des sessions plénières à Strasbourg une fois par mois. Sauf que le 16 octobre dernier, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ah, suspense. Parti dans la matinée de la superbe gare de Bruxelles-Midi, le TGV roule, c'est de l'ironie, hein. Le TGV roule à pleine vitesse et fait un premier arrêt programmé à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça, c'est aussi logique et normal pour ces TGV. C'est en repartant de l'aéroport que les choses se gâtent pour ces pauvres parlementaires et leurs collaborateurs pressés à rejoindre Strasbourg qui, et suite à une erreur d'aiguillage, vont se retrouver à Disneyland, plus précisément, à la gare de Marne-la-Vallée, au cœur du complexe. Après une attente de 30 minutes environ, même pas le temps de serrer la pâte à Mickey du coup, le train est reparti comme si de rien n'était et est arrivé à Strasbourg avec un retard de 45 minutes environ. De là à dire que le Parlement européen certains jours c'est un peu Disneyland, il n'y a qu'un tout petit pas ou un tout petit aiguillage que nous ne franchirons pas. Ouais, on n'a pas fini encore, puis ça n'avait rien à voir avec l'hiver encore ça. Mais comme l'hiver arrive, dans notre rubrique tranche de couple, on va pouvoir parler de Maria Carey qui va commencer à décongeler gentiment. Alors Maria Carey, c'est un petit running gag de notre couple. Et cette année, on en voit encore plus que d'habitude. Et alors cette année, on est gâté par les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de je sais même plus à le faire, posts qui montrent Maria Carey effectivement en train de décongeler parce que bientôt c'est Noël et donc bientôt on va entendre tous ces chants de Noël. All I want for Christmas is you. Voilà. Et donc pour ceux qui nous rejoignent cette année, qui n'ont pas écouté les années précédentes, eh bien, vous pouvez le découvrir. Guillaume est un grand fan des chants de Noël. Mais bon, malheureusement, vous savez, les histoires de couple, c'est toute une histoire de compromis. Et donc, le compromis qu'on a pour l'instant, c'est que du coup, j'attends le 24 novembre pour faire péter les chants de Noël et mettre en place les décorations dans la maison. Alors, j'ai compris, les Américains, ils ont donc aux États-Unis, c'est dingue parce qu'ils sortent de Halloween là, le 31 octobre, ils remballent tout et ils déballent déjà à Noël quoi. Il y a 2 mois de Noël. Ça s'appelle du marketing, Guillaume. Oh my God, je suis faible. Ouais. Non, mais c'est pas simple. Hein. Non, mais Winter is coming, donc il va falloir très simple. Même, c'est vrai qu'on a. C'était quand Black Friday et Cyber Monday? Parce qu'on n'en a pas parlé cette année. Pour vous dire comment je suis. Ouais. On est fan de ça. Donc Maria Carey, bah oui, voilà. Donc on a vu pas mal d'animations. On vous les mettra sur nos réseaux. C'était assez chouette, c'était assez bien fait. Mais nous sommes le 5 novembre, le jour où on enregistre. Et donc, eh bien, Maria Carey, elle est encore congelée. Voilà, Guillaume. 19 jours, Maria. 19 jours et on se retrouve. Ah, voilà. Non, mais c'est sûr que quand on arrive après, à la fin décembre, on n'en peut plus. Oh, choupette. Oh, non. Choupette. Guillaume, il y avait un autre sujet que tu voulais aborder dans cette rubrique, parce que Maria Carey, c'est bien, mais c'est pas non plus... voilà, on peut pas faire une rubrique juste sur Maria Carey, hein. En tout cas, pas au moment où on ne peut pas diffuser Maria Carey. Oui, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec l'hiver non plus, mais qui a à voir en tout cas quand même un petit peu avec la chaleur et retrouver un peu de moment, un peu de réconfort. On vous a beaucoup parlé, promis, on va arrêter maintenant parce un peu que trop du coup, peut-être même. Hein. Du coup maintenant on est bloqué à Bruxelles jusqu'à Noël. Oh, quelle tristesse. Enfin, Max trouvera sans doute des raisons pour reprendre des trains pour aller à droite à gauche, mais... Oui, il vient de se rendre compte qu'il avait besoin de prendre une option pour un certain voyage dans quelques semaines. Non mais vous voyez, ça, ce podcast finalement a son utilité aussi. Non, donc je l'ai pris, mais je pense qu'elle est tombée. Ah, c'est con. Voilà. Je vais occuper l'espace pendant qu'il va reprendre son option une deuxième fois, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais vous parler de je sais pas, de chameaux, de dromadaires, de désert, non, rien à voir. Bref,
on se recentre, on se fixe, comme faisaient mes collègues, avec le petit geste avec les 2 mains et les 2 doigts qui se retrouvent en haut de la tête. On se fixe et on revient sur notre sujet qui était celui des mots doux quand on est coloc. Donc oui, on a été coloc pendant quelques semaines, mais enfin un peu plus quand même que coloc. Comment est-ce qu'on fait ? On s'est posé la question la dernière fois de comment est-ce qu'on faisait pour ne pas être coloc quand on était un peu coloc quand même. Et bien une chose qu'on fait beaucoup tous les deux et qu'on aime bien, c'est les petits mots, se mettre des petits mots. Je pense qu'on pourrait le faire encore plus, mais trouver le matin, quand un est parti au boulot, l'autre rentre d'un voyage ou quelque chose comme ça, un petit mot sur la table avec « je t'aime, passe une bonne semaine, il y a ça, il y a telle chose que tu peux prendre pour une manger. » Bonne journée peut-être, parce que... Une bonne journée. Oh, ça peut être une bonne semaine, bon, c'est rarement quitter une semaine, mais... et donc ça, c'est quelque chose que moi je trouve assez important, et je crois Max aussi. Si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que les petites attentions chez nous, c'est quelque chose d'important. Des fleurs, des petits mots, un petit mot même à l'oral pour prendre soin de l'un de l'autre, s'enquérir de comment on va. Voilà, c'est des petites choses qui au quotidien font que on n'est pas que coloc en fait. Et on capitalise sur nos 13 ans de vie commune, n'est-ce pas, 13 ans et demi de vie commune sur le sujet. Voilà, c'était le petit sujet que je voulais amener sur la table aujourd'hui. Maria Carré, c'est fait. Les petits mots doux, c'est fait. Nouvelle saison Fortnite. Pas terrible, quand même. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Je pense que du coup, je vais réussir ma désintoxication assez facilement grâce à eux. Voilà. Et puis sinon, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Shameless, qui est assez drôle. On va pas se mentir non plus. Il a eu la patience de m'avoir aussi regardé cette série. Alors, je vais pas regarder tous les épisodes et donc poser plein de questions, mais merci mon amour pour ta patience. Ben oui, parce que c'est important d'avoir des petites séries que on regarde pas forcément à deux. On adore regarder des trucs à deux, mais pas que. Et d'ailleurs, voilà, on est en train de regarder la dernière saison de Sex Education, et on peut dire qu'à un moment donné, il faut pas faire une 3e saison en fait. Voilà, ça c'était mon petit. Non, c'est pas la peine. Je crois qu'on n'a pas fini encore. On va la finir, hein. Bon, mais on n'est pas super emballé. Le rythme est un peu tombé. En fait, ça fait un peu, même s'ils ils ont changé complètement le contexte, ça fait un peu redite. T'as quand même l'impression de revoir un peu les mêmes sujets qui débarquent sur la table. Et je crois qu'on se lasse un peu. Mais bon, voilà, c'est un avis tout à fait personnel qu'on partage tous les deux. Mais on n'en veut pas à ceux qui ne le partageraient pas avec nous. Exactement. Et bien voilà, je pense que ça conclut notre rubrique tranche de couple, enfin de vie de couple, pardon. Max, pour notre dernière rubrique bonne nouvelle cette semaine, tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pourtant pas le sujet le plus drôle, le cancer du sein, mais d'une innovation en la matière. Exactement. Alors le mois d'octobre vient de se terminer et vous le savez sans doute, octobre c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et on ne peut que vous inciter à vous faire dépister. C'est très 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 important parce que plus c'est détecté tôt et plus les chances sont meilleures. Alors on a une bonne nouvelle à vous partager parce que on a lu sur Internet, notre grand ami Internet, qu'un entrepreneur lillois a créé une prothèse pour aider les femmes qui ont subi une ablation du sein à se reconstruire. Alors cette prothèse, qui est appelée Matisse, je ne sais pas pourquoi, permet de reconstruire un sein en 6 mois. Ce qui est assez étonnant, peut-être ça vous étonne, moi en tout cas ça m'a étonné. Et c'est une technologie qui pourrait changer la vie de milliers de femmes. Donc en fait c'est un implant à base d'acide lactique naturel qui est réalisé en impression 3D. Il est implanté au niveau mammaire et le tissu de la peau se reconstruit progressivement pendant 6 mois jusqu'à ce que l'implant se résorbe progressivement et disparaisse. Donc on reconstruit un sein alors que vous le savez, aujourd'hui c'est plutôt des implants qu'on pose et qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent devoir avoir besoin d'être changés au bout d'un certain nombre d'années. Voilà, donc c'est une vraie révolution technologique et la première pose de cet implant bio résorbable aura lieu au CHU de Lille d'ici à la fin de cette année, en 2023. C'est une première en France et on croise vraiment les doigts pour que ce soit un succès et que ça puisse devenir une solution pour le plus grand nombre de femmes.
Voilà, donc c'est une petite nouvelle, mais une petite bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et on croise vraiment les doigts pour que ça soit quelque chose qui puisse se développer et être une solution pour le plus grand nombre de femmes. Merci Max, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Et j'en profite, puisque nous sommes dans Winter is Coming. Après octobre, c'est novembre et c'est le Movember. Alors très rapidement sur le Movember, de la même façon que Octobre Rose consiste à multiplier les actions pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, Max, tu l'as dit, le mois de novembre vise depuis quelques années à sensibiliser à celui de la prostate et des testicules chez l'homme naturellement, sous l'appellation Movember. Alors certains d'entre nous se laissent pousser les moustaches. On n'est pas très moustache, mais j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être essayer. On n'est pas très moustache chez nous, mais sachez que donc ce Movember, ce mois de novembre, est réservé et dédié à la sensibilisation de ces cancers. Il n'y a aucune fatalité et on est nos meilleurs médecins quand il s'agit de détecter nous-mêmes et d'en parler à nos médecins respectifs ces cancers. Voilà, donc faites une palpation, vous pouvez voir sur internet. Le sein, les testicules. Très important de vérifier effectivement si vous croisez des masses. D'en parler à son médecin. Avec votre médecin. Écoutez, voilà, on arrive au bout de notre épisode. On a été à peine trop long. 36 minutes, ça va. Si vous êtes arrivé du coup au bout, bravo. Merci. Et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs et comme on vous l'a dit au début du podcast, on fait ça pour nous bien sûr, on vous l'a dit, mais aussi parce qu'on se dit que c'est sympa d'avoir une audience et d'avoir des gens qui vont suivre chaque 15 jours nos petites péripéties et aussi les actus qu'on propose. Et si ça vous plaît, vous êtes toujours nos meilleurs ambassadeurs, donc n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous, à le partager, à liker. On a un peu laissé tomber, j'avoue, les posts réguliers sur Twitter. Et sur Facebook. Tiens, est-ce qu'on a dit qu'on avait un compte Blue Sky maintenant ? Vous pouvez nous retrouver à @tranchedecouple.bsky.social, je pense. .app, pardon. Enfin bref, on vous mettra ça sur... je l'ai déjà mis sur Facebook. On le mettra en image sur Twitter, histoire qu'on ne nous fasse pas tomber le compte, mais voilà, merci beaucoup à vous. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors d'ici au prochain épisode, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches chaleureuses. Winter is coming, mais on reste chaud.